Bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Non, je plaisante. Non, mais j'avais plus ou moins prévenu Marin que ce serait sans doute un peu compliqué un mercredi après-midi, mais ça va peut-être. Et puis il fait beau en plus, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de la venue de Marin Dacos, qui est en charge. Alors j'ai fait une grosse faute dans le programme parce que j'ai mis sciences ouvertes avec un S et c'est moi. Et c'est pas du tout ça, c'est sciences ouvertes sans S. Mais en tout cas, Marin est agrégé d'histoire, hein, avec une carrière qui a été dans l'enseignement d'histoire, puis à l'école des hautes études en sciences sociales, puis au CNRS en 2007. Et depuis quelques années, Marin est responsable de la science ouverte auprès de la directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai beaucoup de chance de travailler avec Marin sur un certain nombre de projets. Et je dois dire que Marin a fait beaucoup d'efforts pour la science ouverte et c'est un combat très, très important pour la recherche. Et on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme lui qui a des valeurs très importantes pour la recherche dans un monde où d'autres enjeux sont sans doute difficiles à combattre, mais on a beaucoup de chance donc, en France d'avoir la cellule que coordonne Marin, et il va nous dire un peu tout ce qu'il fait. Merci Marin. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. J'ai tendance à ne plus intervenir en public, mais à travailler dans mon bureau au ministère pour essayer de faire avancer les dossiers. Mais comme on venait suivre une formation à INSERM sur la méta-recherche pendant 3 jours avec les cadres du sujet, Carole a honteusement profité du moment pour me demander de passer vous voir, et c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc, je vais dire quelques mots sur la façon dont on imagine la politique de sciences ouvertes et surtout les raisons pour lesquelles on la développe et où est-ce qu'on en est. Très souvent, on a tendance à oublier le pourquoi des politiques de sciences ouvertes, parce que le mot sciences ouvertes en soi déjà est attractif. Bon, personne n'est contre la science ouverte comme ça, mais souvent, on oublie d'expliquer pourquoi on veut le faire. Et je pense qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux et se souvenir de la raison pour laquelle on veut le faire. Et c'est pas du tout pour abattre un système économique, c'est pour améliorer la place de la science dans la société. Alors, la science ouverte, c'est pas seulement l'ouverture des publications, c'est souvent confondu avec l'accès ouvert, avec l'open access. Ça vient de là, hein, historiquement, ça vient de là, mais globalement, la science ouverte, c'est l'ouverture et la transparence sur les méthodes, sur les matériaux et sur les résultats. Et dans les résultats, il y a les publications. Mais il y a aussi les logiciels, les données dans les matériaux, et dans les résultats, il n'y a pas que les publications, il y a des publications qui n'ont jamais lieu, des publications avortées, des résultats négatifs. Voilà, donc la science ouverte, c'est assez large, et ça s'articule avec 2 grandes autres politiques, ou 2 grandes autres dimensions qui sont l'intégrité et la reproductibilité. Ça ne résume pas, la science ouverte accompagne et contribue à ces 2 enjeux, et sans en être le cœur. Alors, comme je suis historien de formation, je ne peux pas m'empêcher de commencer par vous dire que ça vient de loin. Alors, on pourrait ramener, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je pourrais le faire, on pourrait revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui indique que tout citoyen est en droit de demander des comptes à son administration. Et donc c'est là qu'il y a le fondement théorique de la politique, de la philosophie de l'open data des données publiques. Donc ça a plusieurs siècles. Mais si on se ramène sur un temps plus court, je décompose l'histoire de la science ouverte en 3 grandes décennies, et la première décennie n'est pas du tout idéologique, elle est pratique. J'appelle ça la décennie pratique. C'est la création avec Archive, avec le Human Genome Project et avec des plateformes comme Erudit, Cielo, Open Edition que j'ai créé, Open Journal System, de solutions techniques à des problèmes pratiques que rencontraient les chercheurs pour faire circuler l'information. Le plus connu, c'est Archive, dans lequel les physiciens avaient l'habitude de s'envoyer des préprints parce que le système éditorial était lent, il l'est toujours un peu, mais enfin il était particulièrement lent à l'époque, et il n'était pas adapté à la vitesse de circulation de l'information
nécessaires dans la discipline de la physique. Donc les chercheurs s'envoyaient des prépublications par email en PDF, et puis l'envoyer à 10 personnes, à 20 personnes, à 50 personnes, c'est pas très pratique. Et avec l'apparition du web, ils se sont dit on va faire un serveur, on va y déposer nos fichiers, et qui voudra les prendre pourra les récupérer. Alors, le système a particulièrement bien marché. Il y a aujourd'hui plus d'1 million d'articles dans Archive. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas arrivés à 2, je n'ai pas regardé les dernières données. Et ça n'a étrangement, contrairement à toutes les prédictions, pas détruit le système éditorial. Ça s'est juste ajouté au système éditorial. On a lu, je pourrais vous lire les très beaux rapports de 2016 nous expliquant qu'il y avait un scénario catastrophe, une fin du monde, si on généralisait l'accès ouvert par ce qu'on appelle la voie verte, c'est-à-dire par les archives ouvertes. Bon, avec Archive, qui a plus de 30 ans, l'édition en physique se porte toujours bien, donc ça ne met pas de danger. Puis, il y a aussi l'ouverture du Human Genome Project, qui est quand même un beau projet sur lequel je ne peux pas disserter longuement, mais qui est quand même un projet d'ouverture de données essentiel, dans lequel vous savez qu'il y a une compétition avec une société qui voulait commercialiser l'accès à ces données, et un certain nombre de pays et de chercheurs qui ont dit non, il faut que ce soit un bien commun et que ça circule au niveau de l'humanité. Donc, autant sur les publications que sur les données, dès les années 90, il y a eu un certain nombre d'initiatives. On pourrait remonter même aux années 80 avec la naissance du logiciel libre. Ensuite, il y a une décennie politique ou activiste dans laquelle il y a eu tout un tas de déclarations d'acteurs qui ont dit il y a une révolution numérique, apparition d'Internet essentiellement, et le système scientifique actuel est construit autour d'un monde analogique, un monde papier, donc avec des complexités, des modalités, des systèmes de péage, des systèmes de logistique, de transport, etc., qui sont ceux du papier. Le numérique, et en particulier le web, change tout. Et donc, il faut en tenir compte et favoriser la circulation de l'information. Et parmi les grandes déclarations, celle à laquelle je suis plus attaché, c'est la déclaration de Budapest, qui est vraiment la déclaration fondatrice de la notion d'accès ouvert. Et puis, dans votre secteur, parce que je fais l'hypothèse qu'il y a pas mal de gens en biosanté dans la salle, un peu plus que la moyenne, et il y a eu la création de Public Library of Science, qui est d'abord une pétition, puis ensuite la création de PLOS, qui est la revue, puis les revues, puis la méga revue, qui ont eu un grand succès avec quelques discussions qu'on peut avoir, mais concrètement qui ont montré qu'on pouvait faire fonctionner la science de façon un peu différente. Et puis, donc, moi j'étais là dans la première décennie, je suis un vieux, puisque j'ai créé Open Edition en 99, donc en tant qu'étudiant à l'époque, donc je fais partie des gens qui ont essayé de résoudre des problèmes concrets avec 2 revues dans lesquelles j'étais impliqué scientifiquement à l'époque. On se dit mais c'est stupide de ne pas être en ligne et pas être en accès ouvert. Et puis maintenant, avec la décennie de politique publique, je suis arrivé en 2017 au ministère, on a déployé des politiques au niveau de l'État, et ça a commencé en 2012. En 2007, avec une recommandation de l'OCDE sur les données, et en 2012, avec une recommandation européenne sur la science ouverte. Et puis, en 2016, avec des conclusions du Conseil, je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme politique des conclusions du Conseil, mais donc le pouvoir politique au niveau européen est composé de 3 pouvoirs, la Commission, le Conseil et le Parlement. On parle rarement le moins du Conseil, mais en fait, c'est les 27 États membres, qui siègent, avec les ministres pour le Conseil compétitivité, c'est les ministres de l'économie et de la recherche qui siègent, et qui décident de l'avenir de l'Union du point de vue des exécutifs des 27 pays. Et il y a eu en 2007 des conclusions du Conseil en faveur de la science ouverte, en particulier qui ont donné lieu sous présidence néerlandaise, et ce n'est pas complètement anodin, l'Amsterdam Call for Action on Open Science, qui dit il faut que les pays se dotent d'une politique nationale, que tous les pays européens se dotent d'une politique nationale. Et nous, en France, la même année, on a publié la loi pour une république numérique, qui est un précieux document pour nous, un précieux levier, je vais y revenir tout à l'heure, puisque ça encadre notre action. Et en 2018, on a publié le plan national pour la science ouverte en France, qui était le 2e plan national en Europe, et l'Europe a publié le plan S, dont vous avez sûrement entendu parler. Et puis on a continué à avancer politiquement avec les conclusions du Conseil sur la science ouverte sous présidence française, parce que tous les 13 ans, parce qu'on tourne, on a 6 mois de présidence, donc on est 27, donc tous les 13 ans, la France est présidente du Conseil. On a poussé 2 types de conclusions, dont des conclusions sur la science ouverte, sur lesquelles je reviendrai.
Et l'année d'après, la présidence suédoise a insisté en mettant en place des conclusions sur l'édition scientifique. Donc on n'a jamais autant parlé de science ouverte politiquement que ces dernières années. Et la France a beaucoup contribué à la déclaration de Sendai du G7 en faveur de la science ouverte avec 3 grands axes sur l'évaluation, les infrastructures et ma marotte, la recherche sur la recherche. Et j'y reviendrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais à Bordeaux, pour me former, parce qu'on apprend tous les jours. Voilà, alors du coup, on a eu toute cette profusion de politiques publiques, des politiques de science ouverte. L'UNESCO, c'est vraiment majeur qu'en 2021, l'UNESCO publie une recommandation d'une très grande beauté, je vous invite à la lire, sur la science ouverte, c'est la première fois une recommandation qui émane aussi des pays du Sud, parce qu'on nous a beaucoup dit que c'était une idée du Nord et que là, vraiment, les pays du Sud ont beaucoup participé. J'ai participé à la négociation à l'UNESCO sur ces recommandations. Il y a la Commission européenne, je vous l'ai dit. La Maison-Blanche a publié le Nelson Memo, là, il y a 2 ans maintenant, pour renforcer sa politique de science ouverte datant de 2013. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a une politique nationale en France. Voilà. Alors, pourquoi on fait tout ça? Il y a 3 grandes raisons qui doivent absolument nous guider. La première, c'est un principe, c'est de l'argent public, ça doit revenir au public. Alors, on n'est pas en train de parler d'innovation ouverte, on n'est pas en train de parler de la recherche et développement de Renault, ni de Dassault, etc. On parle de recherche publique. Après, on encourage évidemment le secteur privé à aller dans ces directions, mais ce n'est vraiment pas le fondement de notre démarche. La démarche de la science ouverte, c'est si c'est financé par l'État, ça doit revenir au public. Public money, public data. La deuxième raison, c'est qu'on est convaincu qu'en ouvrant les matériaux, les méthodologies et les résultats, on aura une recherche de meilleure qualité. Pour tout un tas de raisons, et pas seulement parce qu'on aura davantage accès, mais aussi parce que, et j'y reviendrai, parce qu'on aura une meilleure appréhension de la base scientifique sur laquelle on travaille. Et puis il y a une raison de société. Une recherche plus ouverte, c'est une recherche plus accessible à la société. Or, on ne fait pas ça que pour nous dans notre circuit fermé, on le fait aussi pour tout un tas d'acteurs, pour les gens qui font des politiques publiques et pour les gens qui appliquent les questions de santé publique, tous les gens qui font de la santé publique et tous les gens qui mettent en œuvre les politiques de santé, donc y compris les médecins, mais on le fait aussi pour toutes les collectivités, les entreprises, etc., qui veulent faire de l'innovation ou prendre des décisions. Et c'est mieux qu'elles soient informées par la science que par la rumeur publique, vraiment. Or, c'est compliqué, il y a déjà un filtre au niveau de la technicité de la langue de la science. Si en plus on met un filtre économique pour y accéder, c'est plus compliqué. Alors, si on entre un peu plus dans les détails, ce qu'on a réussi à démontrer de plus en plus, c'est qu'en adoptant les principes de science ouverte, on augmente l'impact. Je ne parle pas du tout du facteur d'impact, hein, c'est un gris-gris que je ne veux pas développer, donc l'impact en tant que tel, avec pour les publications plus de citations et plus de lecteurs. Et je reviendrai sur le plus, en particulier en qualitatif plutôt qu'en quantitatif, même s'il y en a aussi du quantitatif. Donc, pendant longtemps, être en accès ouvert, c'était un bonus. Bientôt, être en accès fermé, ça va devenir un malus, puisque ça devient progressivement la norme, mais on a quand même cet impact très fort. On a aussi le fait que, en fait, quand la recherche elle est menée, donc on a dépensé 1 milliard, 10 milliards, 27 milliards pour financer de la recherche, et le dernier kilomètre, si on le bride en disant, ben voilà, ça va rester dans une petite communauté, soit de gens qui ont droit d'en connaître parce que c'est notre précieux, je parle des données, ou aussi ceux qui ont des capacités économiques fortes pour s'abonner aux ressources qui sont payantes, alors on jette de l'argent par les fenêtres, puisque la recherche, on l'a de toute façon financée, mais on bride sa sortie et son impact au-delà du périmètre académique. Une des raisons pour laquelle la Commission européenne a voulu développer une politique de science ouverte, c'est qu'elle considérait qu'elle donnait 70 milliards environ à Horizon Europe et que les résultats n'arrivaient pas à irriguer le tissu socio-économique européen. Parce que le coût de transaction, je ne parle pas du coût budgétaire, je parle du coût de transaction, est trop élevé. Il y a dans le monde 12 000 éditeurs scientifiques adhérents à Crossref, qui est l'agence qui attribue les identifiants uniques de RIC. Donc, si une société qui fabrique des roulements à billes veut savoir tout ce qui se dit sur un sujet et qu'elle doit s'abonner aux 12 000 éditeurs, elle fait 12 000 contrats. Si ces contrats leur coûtent qu'un seul euro, ça serait que 12 000 euros, donc ce serait pas cher. Mais en revanche, le coût de transaction, c'est-à-dire la démarche de demander les prix, de faire un contrat, etc., est évidemment exorbitant pour tout ce qui est organisation de petite taille et de moyenne taille.
Donc ce coût de transaction, il est toujours oublié quand on parle de sciences ouvertes. Donc, il y a une troisième dimension qui est la reproductibilité, j'ai commencé à l'évoquer. Évidemment, appliquer tous les principes de la science ouverte ne garantit pas la reproductibilité, mais je vous garantis que ne pas les appliquer garantit qu'on ne pourra pas reproduire. Et donc c'est une contribution essentielle, pas suffisante mais essentielle, à favoriser la reproductivité de la science, qui est une vraie question, on en a parlé pendant 3 jours ici, et qui est mise en doute par un certain nombre d'études qui laissent penser que quand on essaye de rejouer les jeux de données, quand on essaye de refaire les grandes expériences, des fois on a des surprises. Alors, pas nécessairement parce qu'il y a des fraudes, je ne suis pas en train de parler de fraude, je suis en train de parler de manque d'informations sur la recette de cuisine qui permet d'arriver d'une hypothèse à un résultat. Parce que la recette de cuisine est évidente pour le chercheur qui la produit. Pour le chercheur distant, c'est plus compliqué. Après, il y a une raison heuristique. En fait, on a le choix entre des efforts redondants et une recherche cumulative. Nous, on a clairement choisi la recherche cumulative. On est des mains juchées sur les épaules de géants. C'est une vieille métaphore du Moyen-Âge, mais à condition que les géants, on y ait accès. Et donc, si on ne sait pas qu'une étude a eu lieu ou si on ne connaît pas ses résultats, on va mener la même. Et en domaine de la santé, c'est particulièrement prégnant. Alors qu'on pourrait construire par-dessus les connaissances accumulées par la communauté. Et puis, la science ouverte est une contribution forte à une recherche plus éthique, plus intègre, et à une demande de transparence qui vient de la société. Donc, ça fait beaucoup de bénéfices. Après, je vais évoquer quelques inconvénients. Mais j'en ajoute un dernier qui est que le premier bénéficiaire de la science ouverte, normalement, doit être le chercheur lui-même. Je vais croiser beaucoup de chercheurs qui cherchent désespérément les traces des données des études qu'ils ont faites dans les années 80. Ils ont changé 3 fois d'université, 2 fois de pays, 25 fois d'ordinateur, et ils n'arrivent pas à retrouver les traces des données de leur essai clinique. Et si on en avait pris soin, si ces données avaient été confiées à des professionnels de l'information scientifique et de la science ouverte, le chercheur aurait pu bénéficier 20 ans plus tard en disant « Tiens, je vais rejouer mon jeu de données ». En fait, là, on a beaucoup de cas de gens pas du tout soumis à des accusations de fraude, etc. Je ne suis encore pas du tout dans ça, mais simplement, on veut revenir à notre propre patrimoine et en fait, on le perd. On a d'énormes, de très un grand nombre de témoignages et on commence à avoir des indicateurs d'une énorme perte des données qui sont la matière première sous-jacente de la connaissance. Alors, je vais entrer un peu dans le détail de quelques-uns des impacts que je viens d'évoquer. On a plus de lecteurs, on a des citations plus variées. Alors, évidemment, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer qu'Open Edition, qui est une plateforme que j'ai créée il y a 25, peut-être un peu plus, années, aujourd'hui a 100 millions de visites par an. C'est des revues de sciences humaines et sociales. Il y a une revue d'études des chemins de fer, donc c'est quand même un petit peu pointu. Et ils arrivent quand même avec soit 600 revues, 12 000 ouvrages, 4 000, 5 000, 6 000 blogs, à avoir 100 millions de visites par an, qui viennent pour la moitié en dehors de l'Europe. Donc ça, évidemment, c'est inespéré pour des recherches qui sont des recherches de niche et qui ne trouvaient pas leur public avant. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai fait tout ça, c'est qu'en 1999, quand on l'a lancé, dans le laboratoire à Lyon, on avait des cartons avec les revues produites par le labo, et puis ça restait en carton dans le couloir. Et puis, désespérément, on l'envoyait à trois personnes. Voilà, c'était un autre monde. Donc là, on a changé d'échelle. Ça devient évident. Encore faut-il quand même le rappeler qu'on change totalement d'échelle, et c'est au bénéfice de la société, puisque là-dedans, j'y reviendrai, on n'a pas que des chercheurs. Et puis, il y a eu beaucoup d'études qui disaient qu'on augmentait le nombre de citations en étant en accès ouvert de nos publications. Et on commence à avoir des études qui disent que non seulement on augmente le nombre de citations, mais surtout on augmente leur diversité. C'est-à-dire qu'on casse les effets de bulle de niches disciplinaires. Et ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue heuristique. On n'en a pas beaucoup, mais c'est pour ça qu'on a besoin de plus de recherche sur la recherche. On commence à avoir des études, et on en a une majeure que je présente ici, qui disent que quand un chercheur fait l'effort, parce que c'est un gros effort, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des résistances de partager ces données, il en a un bénéfice immédiat. Donc, sur 500 000 papiers dans le domaine biosanté, on a comparé, cette étude compare les articles qui n'ont pas de données associées avec les articles qui ont des données associées.
Et 500 000, ça commence à être un beau échantillon. Et il y a un bénéfice de 25% de citations pour ceux qui ont des données associées. Alors il faudrait qu'on travaille un peu plus dans le détail pour comprendre le pourquoi du comment. Moi, mon hypothèse, c'est que ça inspire davantage confiance et que dans la profusion de papiers, ceux qui sont étayés par des données sur lesquelles on peut rejouer un peu quelques éléments inspirent davantage confiance. Et donc, nous, on sait qu'il ne faut pas qu'on pousse vers les obligations, mais il faut qu'on pousse vers les incitations et l'intérêt bien compris du chercheur. Après, il y a un autre point auquel je suis très attaché, c'est que beaucoup de débats qui ont eu lieu dans les années 90 et 2000 sur la science ouverte étaient menés avec des scientifiques qui nous disaient « Mais moi, tous les 3 spécialistes de ma question dans le monde, ils ont accès à tout ce que je produis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise de l'accès. » Alors souvent, je sors les statistiques de fréquentation de SciHub pour indiquer que ce n'est pas de la science ouverte, SciHub, c'est du piratage. Mais quand même, il y a Science en 2015, si ma mémoire est bonne, avait fait une carte animée de la fréquentation de SciHub. Et là, on voit bien qu'il y a un problème d'accès. Enfin, s'il n'y a pas de problème d'accès, il n'y a pas de SciHub. Donc, ce n'est pas la solution, mais c'est le syndrome d'un problème. Le syndrome d'un problème. Donc, il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit, de toute façon, vous voulez donner de la littérature à des cochons. J'ai l'impression, on me l'a dit. Vous voulez donner de la littérature à des cochons, c'est-à-dire en voulant ouvrir, ah non, mais entre physiciens du nucléaire, on se comprend, mais vous, pauvre historien, vous n'y comprendrez rien, donc arrêtez avec votre idée, là, c'est purement théorique. Ok, bon, très bien. Donc ça veut dire que c'est essentiellement les chercheurs qui lisent la littérature scientifique et seulement les chercheurs. Bon, il y a une très belle étude portée sur les 2 plus grandes plateformes d'Amérique latine, parce que la science ouverte, c'est pas qu'en Europe. En Amérique latine, ils ont 2 très belles plateformes, de toutes disciplines confondues d'ailleurs, Redalyc et Cielo, qui ont plus de 1000 revues chacune, et qui ont des fréquentations hallucinantes en termes de volume. Et on a fait une étude de lectorat. C'est très difficile à faire. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. On en a une qui dit que Cielo et Redalyc, leur lectorat académique, c'est-à-dire vous là, c'est 25% en gros de la fréquentation de la plateforme. Le reste, c'est pas des chercheurs. Un gros reste, c'est les étudiants. On les oublie tout le temps. Mais en fait, la science ouverte, c'est d'abord au bénéfice des étudiants. Donc 50% environ de la fréquentation vient des étudiants. Et quand on commence à creuser, on constate, par exemple, qu'il y a une étude en Finlande sur la langue, parce qu'il y a aussi les obstacles de langue, il n'y a pas que les obstacles économiques. Sur la langue, les Finlandais parlent très bien anglais. Et pourtant, sur la plateforme nationale finlandaise, il y a plus de fréquentation d'étudiants pour les revues en finlandais que pour les revues en anglais. Et ça s'inverse quand c'est une population professeur, etc., ce qui est normal. Mais vous voyez, vous faites des obstacles avec des obstacles de langue. Et donc, là, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a des usages professionnels à hauteur de 15 à 20% qui sont très élevés, parce que là, on est sur des volumétries énormes. Et on a même des usages personnels entre 6 et 9%. Il y a de tout sur cette planète, y compris des gens qui sont facteurs ou qui sont guides de haute montagne et qui s'intéressent à ceci et à cela. Et on le sait en astrophysique, on le sait dans tout un tas de domaines, on les connaît tous, mais quand on a parlé des politiques de sciences ouvertes, on nous a expliqué qu'on était démagogues, mais en fait, ils sont là et ils les utilisent, ils ne nous demandent pas l'autorisation. Et on est très heureux qu'ils soient là. Alors, je me suis amusé sur Open Edition parce que j'ai accès aux données de log. La CNIL, vous savez, c'est compliqué, mais comme je les ai à la maison, vous les avez à la maison, j'ai fait une étude financée par l'IDEX d'Aix-Marseille sur la fréquentation d'Open Edition. Je vous rappelle qu'il y a des revues d'études du chemin de fer sur Open Edition. Je caricature exprès pour vous provoquer, mais c'est des revues de sciences humaines et sociales, donc j'appelle ça des revues scientifiques. Et donc, ça ne m'intéresse pas du tout à l'extérieur de notre communauté. Et pourtant, quand j'ai éliminé les universités, j'ai tout un tas d'acteurs que je n'avais pas prévus. Franchement, je ne l'aurais pas prévu. On n'a jamais pu publier ce résultat parce que j'ai été avorté par le ministère et des gens comme Carole qui me font travailler, donc je n'arrive pas à publier, mais je finirai bien par publier cette étude. À l'extérieur de l'université, il y a des gens qui utilisent, et j'arrive à les qualifier, le Crédit Mutuel est un acteur qui consulte beaucoup Open Edition. Alors, le BNP Paribas, Dassault. Alors, je me suis dit, bon, ça... ou c'est une erreur de mesure, ou c'est le plus probable, c'est qu'il y a le gardien de nuit s'ennuie, et donc il clique et il regarde les trucs sur le chemin de fer. Et en fait, c'est pas le Crédit Mutuel, c'est des stagiaires ou des gens à l'accueil qui ont du temps. Bah, en fait, non. C'est-à-dire que le profil de je sais ce qu'ils lisent comme texte aussi. Et ce qu'ils lisent comme texte, c'est des choses qui sont relatives à leur activité. J'ai même moi découvert que dans Open Edition, il y avait des articles sur le terrorisme dans l'aviation. Et du coup, ça intéresse Dassault.
Bon, je ne le savais pas parce que j'ai aucune revue sur le terrorisme et aucune revue sur l'aviation. En revanche, il y a des revues très générales sur le Moyen-Orient, sur ceci, sur cela. Et par Google, ils ne savent pas qu'Open-Edition existe du tout. Hein. En revanche, par Google, ils cherchent des choses, Google Scholar, ils les trouvent et ils les lisent et ils ne me demandent pas l'autorisation et ils ne me disent pas merci non plus. Mais ce n'est pas grave. On a bénéficié à tout un corps social qu'on n'a jamais imaginé qu'il pourrait avoir une utilité de ces revues, je reviens, scientifiques. Alors on a Radio France, pour le coup, c'est hyper généraliste. On voit bien c'est des journalistes et donc ils consultent tout un tas de choses. Bon, j'y avais pas trop pensé, mais en fait, oui. Et d'ailleurs, j'ai d'autres études que je pourrais vous montrer, c'est qu'on a un article sur un truc très obscur, c'est qu'est-ce qu'est la position du prophète sur la représentation du Coran, sur la représentation du prophète. Bon, c'est un peu pointu. Bon, moi, je peux vous trouver un mois où il y a eu 300 000 consultations de cet article. 300 000, alors que d'habitude, c'est 100 ou 200. Bon, c'est le mois de l'attentat de Charlie. Bon, avec un article du Monde qui pointe vers cette ressource, parce que tout le monde s'interroge, dit tout le monde est tétanisé par cet événement. Donc on dit, mais que dit la religion? Bon, l'article dit, le Coran n'interdit pas du tout, bon, c'est plus compliqué que ça. Et cet article était absolument inconnu, a été utilisé par des centaines de milliers de personnes qui essaient de comprendre ce qui était en train de se produire. Bref, c'est ce qu'on appelle le lecteur inattendu, hein, dans la littérature. On n'avait pas prévu et on ne pouvait pas le prévoir, mais à un moment, un article très pointu, de littérature très savante, très scientifique, devient un sujet de société. Voilà, alors, je me suis beaucoup amusé à faire ce genre d'études et à produire ces résultats contre-intuitifs. Il n'y avait dans toutes les entreprises qu'une entreprise qui avait un profil de lectorat de l'article qui n'était pas raccord avec son activité. On n'arrivait pas bien à voir le lien entre ce qu'il disait et l'activité de l'entreprise. Mais une sur les 300 là qu'on a réussi à détecter. Toutes les autres, en particulier le crédit mutuel, c'est des articles sur les statistiques, sur les méthodologies statistiques, sur l'actuariat, hein, la science des assurances. On a des textes de la science des assurances. Vous ne saviez pas que la science des assurances existe, elle existe, ça s'appelle l'actuariat. Moi-même, je ne savais pas qu'on en avait, mais on en a. Voilà. Bref. Donc ça a du sens. Alors, je passe du pourquoi aux politiques, et il se trouve qu'avant qu'on ait une politique de science verte, on a eu une loi pour une république numérique qui met en place deux choses pour la science qui sont essentielles. Une première qui vous donne à vous, chercheurs, un nouveau droit, avec l'article 30, qui, quand vous cédez vos droits à un éditeur, que ce soit privé ou public, vous les cédez souvent à titre exclusif, ce qui n'est pas une très bonne idée, mais enfin c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Et donc vous n'aviez pas le droit, d'un point de vue purement contractuel, de déposer dans Archive ou dans RAL votre papier. Alors la plupart des chercheurs le faisaient quand même, et aucun éditeur ne les avait jamais attaqués, mais ce n'était pas légal. La France a légalisé ce point, ce qui est le cas aussi en Allemagne, ce qui est le cas aussi aux Pays-Bas, avec un délai, donc au bout de 6 mois maximum en sciences techniques et médecine, et 12 mois maximum en SHS, vous avez le droit de déposer sans demander autorisation à l'éditeur, même si votre contrat dit le contraire. Et si le contrat dit le contraire, la loi dit que le contrat n'est pas écrit, ce qui est très beau comme texte. Et puis il y a une deuxième mesure qui est beaucoup plus forte et qu'on a oubliée, qu'on n'a pas vue, quand on a beaucoup parlé de cette première mesure, mais il y a une deuxième mesure qui est l'article 6 de la même loi, qui dit que les administrations ont désormais une obligation. Et donc les universités, les organismes de recherche, désolé, sont des administrations. C'est pas gentil de dire ça, mais c'est vrai. L'État a décidé qu'à partir de 2016, des données dites administratives, donc les données produites par les administrations, donc par l'université, donc par les organismes de recherche, devaient être ouvertes par défaut. C'est le droit qui le dit. C'est pas, ce serait bien que, c'est doit. Et il y a plein de gens qui nous disent, c'est pas grave, les données ne sont pas produites par l'université, elles sont produites par moi, donc elles m'appartiennent. C'est vrai pour vos articles, c'est pas vrai pour vos données. Donc, c'est l'établissement qui a une obligation d'ouvrir ces données, à condition que ça respecte un certain nombre de limites, et je vais y revenir parce qu'évidemment, on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. Et en particulier, il y a un point très important dans la loi qui dit que ça porte sur des données achevées. Hein, ça veut dire les données qui sont en cours de construction, les brouillons, le droit vous dit continuez à faire un travail correct. Hein. C'est seulement quand c'est fini. Donc, on peut discuter de à quel moment une donnée de recherche est achevée. On peut considérer que dans 20 ans, elle sera achevée. Nous, on considère, et ce n'est pas dans le droit, hein, après c'est l'interprétation du droit, qu'il est logique de considérer que quand je publie un article, un certain nombre des données sont terminées. Parce que sinon, ça voudrait dire que je ne peux pas publier. Alors, je n'ai pas dit toutes les données, hein, de ma énorme base de données de toute ma vie, mais
Les données sous-jacentes à l'article, elles sont soumises de notre point de vue à l'article 6 au moment où je publie, qui est le moment qui définit le stade de finitude, d'achèvement d'une donnée. Je suis trop lent? Tu ne sais pas combien de diapos j'ai, donc de toute façon. Ah, voilà. Tu veux lui faire croire que tu fais du sport à ta télé. Ouais, je vois le genre. Voilà. Ouais, à lui donner. Et vous savez qu'il y a les militaires qui ont. Vous savez qu'il y a plein de bases militaires qui ont été découvertes comme ça, hein, avec des militaires qui courent autour de la base avec leur truc fit. C'est incroyable. Enfin, on est pour l'ouverture dans les gens de la science ouverte, mais enfin, il y a des fois où on pense que c'est pas une super idée. Hein. D'ailleurs, là, c'est une des exceptions de l'article 6, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas une très bonne idée. Bon, en plus, c'est des données personnelles, enfin bon, rien ne va dans ce truc. Donc, on a lancé en 2021 le deuxième plan national pour la science ouverte, qui a pour objectif 1 de généraliser l'accès ouvert aux publications, 2 de structurer, partager et ouvrir les données de la recherche. Les 3 mots sont importants. Structurer, partager et ouvrir. Et je vais commencer par structurer, parce qu'en fait, si vous pouvez donner des PDF tout pourris et vous les bannez avec des listes, des tableaux dedans, c'est pas des données structurées, elles sont ininterprétables, c'est pas des données structurées. Et puis partager, ouvrir, je vais revenir sur ce que la différence entre l'un et l'autre. On veut aussi ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche. C'est la première politique publique de sciences ouvertes qui intègre cette dimension logicielle. Et puis, on veut surtout transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut. Notre objectif, c'est qu'en dans 5, 10, 15, 20 ans, on n'ait plus besoin de politique de sciences ouvertes parce que ça ira, oui, c'est évident, il faut le faire, voilà, c'est tout. Et que la transformation soit achevée. Là, c'est la carte des membres du Council for National Open Science Coordination que nous avons créé, la France, les Pays-Bas et la Finlande, pour faire un club des coordinateurs nationaux de la science ouverte, c'est-à-dire un club des gens qui ont mon métier. Et quand on l'a créé, on était trois Gugus en Europe à avoir le rôle de coordinateur national. Et on a maintenant tous ces membres. Il n'y a pas le Portugal, mais en fait, il a une politique de science ouverte et il devrait nous rejoindre. Et vous avez vu qu'il y a l'Ukraine, qui, en pleine guerre, a publié une politique de science ouverte et nommé un coordinateur national de la science ouverte. Donc ça vous donne une idée que c'est sérieux pour nous et que ça a gagné l'Europe d'une façon très large. Alors, on a pour objectif donc de généraliser l'accès ouvert aux publications et on a bien avancé puisque vous voyez que depuis 2018, lancement de la politique, on est passé de 38% d'accès ouvert pour les publications des chercheurs français à 65%. Vous voyez qu'on atteint un petit plateau, encore un effort pour reprendre la croissance. Et donc on a eu 27 points de croissance en quelques années et c'est positif. Et j'ai mis en dessous les évolutions par discipline. Vous avez à gauche le point gris qui est le taux d'accès ouvert au début de la mesure en 2018 et à droite le point blanc qui est le taux d'accès ouvert aujourd'hui. Donc vous voyez que tout le monde est parti d'une valeur plus faible et a augmenté et que les physiciens et les mathématiciens qui étaient très avancés puisqu'ils étaient dans l'archive depuis 25 ans, ils ont progressé, mais bon, ils venaient de très haut. Et puis en revanche, il y avait des disciplines comme la chimie qui étaient très très loin et qui a dépassé tout le monde, et les sciences humaines et sociales, qui malgré tous nos efforts sont quand même lentes, qui ont beaucoup progressé puisqu'elles sont passées, elles ont gagné 37 points, 30 points chacune. Enfin voilà, globalement, il y a des grosses différences disciplinaires, mais globalement, la tendance est extrêmement nette en faveur de plus d'accès ouvert. Maintenant, ça pose un problème parce qu'il y a quelques malins qui se sont dit puisqu'on ne peut plus faire payer les lecteurs, on va faire payer les auteurs, et on va appeler ça Gold, et on va dire, allez, on va inventer des frais de publication, Article Processing Charges, et nous, on s'est amusé à compter combien ça nous coûte. Et on est le premier pays à l'avoir évalué sérieusement. On a fait une publication de ce résultat, et on est passé de 9 millions en 2013 à 30 millions de frais de publication in the wild, hein. Ça veut dire distribués de façon sauvage, sur laquelle on n'a pas la main, mais nous, par des mécanismes de péréquation, on arrive avec des heuristiques, on arrive à le calculer. Donc ça s'ajoute aux 90 millions d'euros d'abonnement. Ça ne se substitue pas. Donc non seulement le montant est élevé, en plus la courbe, elle est quand même pas très dans la bonne direction, pour nous. Et puis quand on prolonge la courbe, ça fait encore plus peur, puisqu'on a demandé aux statisticiens avec lesquels on travaille de faire des prospectives très 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 modérées avec des hypothèses basses, et donc on pense que le plus probable c'est qu'on a triplé entre 2013 et 2020, qu'on pense qu'on va retripler dans les 10 années qui viennent.
Et puis, voilà, je n'entre pas dans les détails, mais ça va nous coûter bonbon. Et non seulement ça va nous coûter cher, mais surtout, ça crée d'énormes défaillances. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour publier, ça veut dire que ça produit une inégalité monstrueuse entre les acteurs à l'intérieur d'un pays et à l'extérieur d'un pays. Moi, j'ai des négociations avec d'autres pays en disant il faut que vous fassiez attention avec ce modèle parce qu'il est dangereux en termes géopolitiques. Et moi, j'ai entendu, vous prenez l'enregistrement, I don't give a fuck, d'un grand pays, un équivalent de ma fonction d'un autre très grand pays voisin, m'a dit moi, le Brésil, je m'en fous, quoi. Moi, je m'en fous pas, je pense qu'il y a un vrai problème. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le verre est dans le fruit. À partir du moment où, historiquement, les éditeurs, ils ont développé leur activité sur la création de rareté. Ils disent, voilà, je vous vends un truc cher, mais parce que j'ai été très sélectif, ce que je vous envoie, c'est trié sur le volet. Bon, on peut discuter ça aussi, mais enfin, le modèle économique des frais de publication, c'est l'inverse. Plus je publie, plus je gagne. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Le verre est dans le fruit, c'est pas ça ne peut pas aller dans la bonne direction, ça ne peut aller que dans le mur. La qualité ne peut que exploser, c'est pas possible. Donc, nous, on est très inquiets de ça. On a commencé à essayer de le dire dès 2018. Franchement, dans un grand silence indifférent, honnêtement. Je vous ai raconté l'histoire avec le pays limitrophe, mais dans d'autres pays, dans d'autres cas, tout le monde me disait, mais je ne vois pas trop le problème, il faut bien que les éditeurs vivent. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais peut-être qu'il faut faire attention au modèle qu'on adopte. Ça a vraiment beaucoup bougé, puisqu'en 2023, il y a des conclusions du Conseil, sous présidence suédoise, qui disent il faut développer une édition de haute qualité, transparente, ouverte et équitable. Et quand on dit équitable, ça veut dire d'égal accès à tous en écriture, pas seulement en lecture. Et donc, ils disent qu'il faut assurer l'équité, en particulier en développant une édition sans frais de publication. Et ça s'appelle l'édition Diamant. Donc, du coup, maintenant, on a trois voies. On a le Gold que vous connaissez, le Diamant que vous ne connaissiez pas, mais qui existe en fait depuis fort longtemps. Open Edition n'est que du Diamant, depuis 1999. Et puis le Green, la vert verte, qui sont les archives vertes. Donc, on a un levier politique fort au niveau des 27 États. C'est un vote unanime des 27 États. S'il y a un État qui est contre, on ne publie pas la conclusion. Et pour avoir négocié des virgules avec eux, je peux vous dire que ça discute des virgules. Donc, on a une décision politique qui est il faut absolument développer une troisième voie. Et ça s'appelle le Diamant. Et on a un plan d'action pour le Diamant qui a été développé à l'échelle européenne. Et puis, il y a la troisième, la première, la plus ancienne, c'est l'archive ouverte. Et en France, on a développé l'archive HAL, qui est articulée avec Archive. Et dans votre domaine, il y a peuvent être centrales qui sont essentielles. Et on pourrait en parler si vous voulez. Donc, c'est les trois voies qu'on veut développer, et pas seulement une. Ça veut dire il faut qu'on donne de l'argent. Hein, il faut financer l'édition. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut arrêter de faire payer les auteurs. Deuxième axe, il faut structurer, partager et ouvrir les données de la recherche. En particulier, vous avez dû en entendre 1000 fois parler, je suppose, des principes FAIR. Il faut que les données soient trouvables, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. C'est 4 grands principes avec chacun 4 sous-principes. Mais bon, en gros, on a du mal à convaincre des décideurs que déposer un PDF, d'exporter un fichier Excel en PDF, c'est une solution. En fait, ce n'est pas une solution. Donc, il y a 16 bonnes pratiques qu'il faut absolument développer pour que, si quelqu'un veut s'en resservir, il le puisse. Et il y a des raisons techniques, des conditions juridiques aussi qui sont nécessaires. Je n'ai évidemment pas le temps d'entrer dans ces détails, mais il y a un consensus international sur le fait que les 4 grands principes, il faut que les données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Ça, c'est 4 points qui font l'objet d'un consensus. Ensuite, comme je venais voir des gens qui s'intéressent au sujet de la santé, je ne pouvais pas vous dire qu'on sait qu'il y a des exceptions à l'ouverture et qu'il y a plein de données qu'on ne pourra pas ouvrir et elles sont listées dans la loi, et en particulier les données personnelles, les données médicales, les données... Voilà. Et même les secrets, enfin tout un tas de choses qui sont normales. Donc moi, mon sujet, c'est pas de dire la science ouverte, c'est l'ouverture des données, y compris les données du patient, du cabinet médical d'à côté. Mon message, c'est de vous dire qu'en fait, le monde n'est pas binaire, il n'est pas ouvert, fermé, et c'est le défaut d'expression science ouverte, c'est qu'il donne le sentiment que tout ce qui n'est pas ouvert est fermé. Alors qu'en fait, il y a quelque chose entre, qui est une énorme zone grise, qui est ce qu'on appelle le partage. Et donc, il y a le monde fermé, il y a le monde ouvert, et puis il y a tout un tas de raisons légitimes d'avoir des données partagées. Et il y a des degrés de partage qui sont distingués par tout un tas d'acteurs. Et c'est des accès contrôlés.
parce qu'on doit protéger les personnes, les informations, etc. Donc c'est essentiel de bien comprendre que quand on dit partage, c'est partage contrôlé, quand on dit ouverture, c'est sans contrôle, sans vérification, on ne vérifie pas qui vous êtes, on considère que ce que vous avez... voilà, il n'y a aucune condition d'accès technique, aucune condition d'accès juridique, aucune condition d'accès économique. Après, le partage, c'est plus compliqué. Donc, par exemple, en France, on a le CASD, le Centre d'accès sécurisé aux données, qui donne notamment accès, après avis du comité du secret, rien que le nom quand même est inspirant, après avis du comité du secret, peut vous donner accès à des données fiscales nominatives. Et dans ce cas-là, non seulement vous engagez à jamais les transmettre, mais aussi on vous donne une machine, un terminal qui vous permet d'avoir accès à un environnement sécurisé qui est étanche, qui ne vous permet pas d'envoyer un email avec le fichier Excel que vous êtes en train de consulter. On vous donne tous les outils statistiques dans la machine cryptée et vous pouvez seulement sortir les tableaux de synthèse des résultats. Donc ça, c'est une forme d'encadrement. Il y en a toutes sortes d'autres, mais voilà, c'est plus compliqué, c'est plus lent, c'est plus laborieux. Mais c'est essentiel d'avoir en tête qu'on a compris qu'il fallait faire ça et qu'il faut qu'on s'organise pour le faire, pour les données sensibles. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, la bibliothèque des données brûle. On a des études qui disent que la disponibilité des données de recherche décline rapidement avec l'âge de l'article. Alors, si on date les données par rapport à l'article, qu'on essaie de remonter aux données, c'est une catastrophe. Donc, j'appelle ça la bibliothèque des données brûle. Il se trouve que le législateur, en 2000, c'était quand la loi de programmation de recherche, c'était 2021. En 2020-2021, dans la loi de programmation de recherche, il y a un article qui dit qu'il y a une nouvelle mission donnée aux établissements qui est de conserver les données brutes. Ça, c'est une expression que je ne cautionne pas, parce que c'est pas possible. Enfin bon, dans le décret d'application, on a été plus flou. Les établissements sont chargés de conserver toutes les données brutes des équipes de recherche pour que si en cas de questionnement sur un papier, sur l'intégrité d'un papier dans 10 ans, on puisse revenir à la matière première. Et ce n'est pas ces données qui doivent être rendues publiques. Ces données brutes, de notre point de vue, ne sont pas achevées. Mais les établissements n'ont pas encore pris la mesure de l'énorme travail que ça va consister à créer un service d'archives pour les données brutes des chercheurs. C'est dans la loi pourtant. Voilà. Et puis on nous a rabattu les oreilles sur le fait que le Covid-19 avait montré l'efficacité de la science ouverte et qu'on avait produit un vaccin très vite grâce au partage des séquences du SARS-CoV-2 très vite. Ça c'est vrai, mais tout le reste est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'il y a eu, à part qu'il y a eu un peu plus de préprint, ça c'est vrai. Mais à part ça, la science ouverte n'y a rien gagné. C'est un crash test dans lequel nous avons échoué. Nous n'avons pas davantage partagé les données de la recherche, ce n'est pas vrai. Et donc il y a un certain nombre de papiers qui le montrent. C'est pas facile à montrer. Cette étude indique, je traduis, qu'une pandémie mondiale n'est pas suffisante pour radicalement modifier les pratiques scientifiques courantes. Donc ça, c'est notre conviction, c'est qu'une pandémie mondiale ne suffit pas à convaincre les chercheurs que les données de la recherche devraient être ouvertes. Moi, j'ai bataillé avec un gros programme de recherche que nous financions, qui ne voulait pas partager ces données en plein confinement, en temps réel. C'était franchement à pleurer, quoi. Donc, on a un gros problème parce que ce n'est pas dans le système de valeurs académiques que de partager sa recette de cuisine, son précieux, son trésor qui est les données de la recherche. Encore moins en temps réel, parce que là, on était en plus dans des enjeux de surveillance, etc., de surveillance épidémiologique. Voilà. Et en plus, on est dans un monde très étrange où on commence à dire aux gens, ce serait bien, comme c'est des données que vous ne pouvez pas ouvrir, des données médicales, etc., vous ne pouvez pas les ouvrir, donc au moins dites que les règles d'accès, data sharing statement, dites-nous à quelles conditions je pourrais les obtenir, un chercheur accrédité ou une chercheuse accréditée pourrait les obtenir. Donc on sait ce qu'on appelle le data sharing statement, donc la déclaration de partage de données, donc, le plus rigolo c'est data available on request. C'est l'expression. Et donc il y a des chercheurs qui sont amusés à dire ok, vous avez écrit ça, donc je vais vous demander les données. Donc ils ont fait des tests. Bon, tous les tests, c'est aussi des crash tests. Dans cette étude, c'est 6,8% de chercheurs qui ont dit qu'ils allaient partager leurs données, qui les partagent bien avec une équipe de recherche qui dit nous, on mène des recherches, on aimerait bien. Alors la plupart ne répondent pas, c'est la façon la plus simple de régler le problème. Enfin bon, donc ça veut dire que là, il y a 94% de 95% de déclarations qui sont fausses. C'est des prétentions de partage. Bon, moi, ça m'attriste, je trouve pas ça... Voilà, donc je vous le dis, pour moi, les nouvelles sont mauvaises au niveau du partage de données.
Et on sait pourquoi, il y a des bonnes raisons, des excellentes raisons. Alors, nous, on a essayé de travailler pour essayer de résoudre ces raisons. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas d'accompagnement, on ne sait pas comment faire. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée Recherche DataGouv, qui est une plateforme, un écosystème au service du partage, de l'ouverture et des données de la recherche, dont la partie la plus visible et la moins importante, c'est l'entrepôt. Vous pouvez déposer dans cet entrepôt des données pas trop sensibles. Si vous n'avez pas d'entrepôt dans votre environnement disciplinaire, il y a des disciplines où il y a des entrepôts de référence, Elixir ou d'autres, il n'y a pas de discussion, Recherche DataGouv ne sert pas à ça. Mais s'il n'y a pas d'entrepôt, au moins on a une solution de secours. Mais surtout, Recherche DataGouv, c'est autre chose, c'est les ateliers de la donnée. C'est l'idée que c'est l'accompagnement des chercheurs qui est clé. Hein? J'ai une carte, et Bordeaux n'est pas... sa carte de la France médiévale. Voilà. Bon, mais ça va bouger. Non, c'est une belle carte, hein, parce que ça, c'est très récent. Voilà, il y a un petit truc par chez vous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on a créé des ateliers de données, donc c'est des structures d'accompagnement en proximité pour répondre aux questions des chercheurs. Mais bon, allez, admettons, je suis d'accord, parce que pour le moment, la plupart des chercheurs ne sont pas d'accord avec l'idée de partager leurs données, hein, disons-le clairement. Mais bon, admettons qu'ils se disent, bon, finalement, ils ont raison, on va le faire. Ben, en fait, le plus difficile commence parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Et donc, normalement, il faut qu'on puisse les accompagner. C'est pas simple, ça va mettre des années, on est dans un processus lent. Il faut qu'on forme les formateurs, enfin bon, on est dans un processus très lent. Donc on a créé un réseau d'ateliers de données qui est à l'intérieur de Recherche DataGouv, une offre de proximité, et je ne sais pas combien il y en a, là il y a une quinzaine peut-être d'ateliers. Ça fait moins de 2 ans que ce truc existe, hein, donc c'est incroyable le succès d'adhésion de la part des établissements, y compris même si le Sud-Ouest n'est pas très représenté, mais je suis sûr que ça va bouger. Et puis on a pour la première fois au monde créé un indicateur national relatif au partage des données. Parce que rien n'est pire pour quelqu'un qui développe une politique publique d'avoir des intuitions et se dire je crois qu'on ne partage pas beaucoup, ou bien avoir 3 études qui vous disent en épidémiologie animale on fait ça. Oui, d'accord, mais globalement, est-ce que non, il n'y a pas d'indicateur. Donc alors, personne ne sait combien on a de données. Par construction, elles sont dans un tiroir de chercheur, dans une clé USB. Donc je ne suis pas capable d'aller scanner toutes les machines pour vous dire voilà, tant de jeux de données. Donc je n'ai pas de dénominateur, je ne sais pas comment calculer. Alors, admettons que j'aille voir les données qui sont ouvertes. Bon, je vais savoir vous dire, j'en ai 10 000 jeux de données ou 10 téraoctets ou je ne sais pas quoi, mais je ne saurais jamais vous dire par rapport à quoi, parce que personne ne le sait. J'avais quand même besoin d'un pourcentage pour me dire, bon, on est plutôt là, avec une stratégie pour atteindre 100%, on est plutôt à cet endroit, comme on l'a fait pour l'open access. Et pour l'open access, c'est facile, parce que tout le monde dit, j'ai publié, donc c'est partout public, c'est compliqué à faire, mais c'est possible parce que c'est de notoriété. Et puis on veut que ce soit de notoriété. Au passage, il y a eu des gens qui m'ont dit on n'a pas le droit, il faut enlever les bibliographies des sites en ligne parce que c'est soumis au RGPD. Non, c'est pas des données personnelles, les bibliographies. Enfin bon, bref, passons. Donc sur les données, je reviens sur les données. On a créé une méthodologie en laquelle on a confiance qui donne un indicateur fiable sur un taux de partage national. Et le voilà, il est à 22% sur les données. Il vient de 12%, et si on a le temps après dans les questions, si ça vous amuse les questions de méthodologie, je peux vous expliquer comment on a fait. En 2013, on était à 12%. Donc ça veut dire qu'on a gagné à peu près 1 point chaque année. À ce rythme, on y sera encore en 2100. Bon, c'est dans la bonne direction quand même, mais on voit que c'est lent. Bon, après, il y a des distributions disciplinaires, etc. Mais bon, ça, ça confirme le sentiment qu'on avait. En fait, c'est un score qui est très surestimé, parce qu'on prend que les endroits où les gens disent qu'ils ont produit des données. Donc là, on essaie de mesurer que les partages chez les gens qui nous disent qu'ils produisent des données. S'ils ne disent pas qu'ils produisent des données, ils sont hors du spectre. Or, en fait, ils en produisent sans le dire. Donc, en fait, on serait plutôt à 4-5%. On a fait le calcul. 2, 3, 4, 5% si on intègre, y compris les communautés qui nous disent qu'elles ne produisent pas de données. Et puis, ma nouvelle marotte, le biais de reporting et de publication, le biais de publication en reporting, si Carole écoute. Elle n'écoute pas, vous voyez, elle était dissipée. On est en train d'essayer de développer une politique publique pour résoudre ce qu'on appelle le biais de publication et le biais de publication en reporting. Donc, vous savez mieux que moi qu'en santé publique, on fait des méta-analyses
sur tel traitement. On met même en concurrence les traitements entre eux dans des méta-analyses comparatives. Et on dit, bah voilà, il vaut mieux prendre la pilule bleue que la pilule rouge parce que les essais cliniques montrent que. Donc ça, c'est dans un monde idéal. La réalité, c'est qu'on a tendance à publier que les résultats positifs. Et donc, si j'ai 10 essais cliniques sur la pilule bleue qui ont été menés, mais qu'il n'y en a que 2 qui ont marché, et que ces 2 seuls arrivent à la connaissance des gens de Cochrane, qui est un magnifique projet de méta-analyse, bah, ils disent que 100% des essais cliniques sur la pilule bleue ont marché, donc il faut recommander la pilule bleue. Oui, enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là, on a un problème de research waste. Là, dans mon cas, j'exagérais avec 8,2. Je vais changer mon chiffre. Je vais dire 50-50. Disons que 50% des essais cliniques ont marché. Donc, 50% des essais cliniques sur la pilule bleue ont été publiés. Donc, le reste n'a pas été publié, parce que les résultats négatifs, ça n'intéresse pas les revues. Ça n'intéresse pas trop les chercheurs non plus. Donc, on a jeté par la fenêtre 50% de financement de la recherche médicale. Ça s'appelle research waste. C'est beaucoup d'argent. Et en plus, on a induit en erreur les gens qui font les méta-analyses et qui font des recommandations aux autorités de santé. Donc ça fait quand même 2 très graves problèmes qu'on aimerait résoudre. Il se trouve qu'en plus, depuis longtemps, on a une réglementation aux États-Unis et en Europe disant que, bon, vous faites ce que vous voulez sur les publications dans le domaine en général, mais sur les essais cliniques médicamenteux, c'est obligatoire de publier le résultat. C'est obligatoire. Donc 100% publié. Open access ou pas, ça c'est pas le sujet. Publié. Et on a un indicateur national, qui est que 52% seulement des essais cliniques donnent lieu à communication des résultats. Mais ce qui est pire, c'est que quand on voit ce qu'on appelle les promoteurs académiques dans votre lexique, c'est-à-dire le secteur public, on tombe à 28 points. Donc on devrait être à 100%, on est à 28. Alors j'ai une solution pour que l'Université de Bordeaux fasse remonter le score. On peut facilement, on l'a testé avec Rennes, faire remonter le score de 20 points, peut-être même de 30 points. Donc on peut peut-être faire progresser jusqu'à 50-58%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si dans les publications d'essais cliniques, il n'y a pas le numéro unique de l'essai clinique, nous on n'est pas capable de savoir de relier l'essai. Et ça, ajouter le numéro unique de l'essai clinique dans un résumé, c'est à la portée de tout le monde. Et donc on peut tous revenir sur les bases de publication, rajouter le numéro de l'essai clinique quand on a fait une publication, et les scores vont beaucoup s'améliorer puisqu'on va éliminer des faux négatifs. Beaucoup. Rennes est passé de 10%, 11% à 40 et quelques. Juste en faisant cet effort, donc c'est mieux. Donc là, je vous annonce une mauvaise nouvelle et je sais qu'on va pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle dès qu'on aura tous fait un effort. Mais il n'empêche qu'on va rester autour de 50% pour le secteur public et il restera encore 50% d'essais cliniques jamais communiqués, dont les résultats n'auront jamais été communiqués. Ça nous pose un gros problème et on travaille avec le ministère de la Santé pour essayer de résoudre ce problème. Et là, j'ai fait un indicateur à 3 ans, mais la loi dit que c'est un indicateur à 1 an, normalement. C'est au bout d'1 an, à la fin de l'essai clinique, que vous devez publier le résultat. Et là, on est qu'à 38%, mais c'est tellement déprimant qu'on a fait un indicateur à 3 ans, en laissant du temps. C'est vrai qu'il y a des accidents de la vie, c'est vrai que 12 mois, c'est un peu court, etc. Et j'insiste, ce sont des essais terminés. Je ne suis pas en train de calculer des essais qui ne sont jamais allés au bout, parce qu'il y a beaucoup d'essais qui ne vont pas au bout, ils ne sont pas concernés. Voilà. Ensuite, on a développé un axe pour développer et promouvoir les codes sources produits par la recherche, dans l'enfant pauvre des politiques de sciences ouvertes. Or, c'est les logiciels qui font la transformation, qui produisent une donnée, qui transforment une donnée en information. C'est toujours un algorithme, ou très souvent un algorithme, donc un logiciel, fait main ou pas, qui transforme les données. Donc, je vous rappelle, vous connaissez sans doute l'exemple de la découverte du trou dans la couche d'ozone. Ce chercheur qui va au pôle sud, qui mesure une taux de concentration de l'ozone anormale, qui écrit à la NASA en disant « Vous avez les mêmes mesures chez vous ou pas ?» Eux, ils disent « Non, nous, vu d'en haut, on n'a pas de trou. » Ah bon, bah alors c'est mon appareil qui est de mauvaise qualité, c'est pas grave. Puis il revient quelques années après, il refait la mesure avec un autre appareil, il a jeté son appareil, il reprend la mesure et là il dit « Mais j'ai toujours la même valeur aberrante, c'est vraiment, t'es abaissé quoi. » Il retéléphone à la NASA qui lui redit maintenant, j'ai toujours pas de trou moi, donc je comprends pas comment d'en bas vous voyez un trou, et puis nous d'en haut on le voit pas quoi. Puis le gars de la NASA il se dit, mais je me souviens que la dernière fois il m'a dit ça déjà, je vais revenir aux données d'origine. Et là il se rend compte qu'il y a un algorithme de nettoyage pour enlever toutes les aberrations, on en a tous, il y a tous ces aberrations qui sont enlevées. Il enlève l'algorithme de nettoyage et le trou apparaît. Et on a sauvé l'humanité grâce à ça.
c'est un exemple, et ce n'est pas des données qui ont sauvé, c'est revenir à la donnée d'origine, d'une part, et la mise en cause du traitement qui est fait par nous tous tout le temps. On fait des catégorisations, on fait des discrétisations, on fait tout le temps tout un tas de traitements. Il y a aussi des papiers sur comment des politiques économiques ont été influencées par un papier très connu qui était extrêmement buggé parce qu'il était en Visual Basic sur Excel et qu'il y avait une énorme erreur dans le données. C'est un étudiant en master américain qui a refait jouer les données, qui a découvert que ce papier était faux du début jusqu'à la fin par une maladresse, ce n'était pas du tout une fraude. Voilà, donc on pense que le logiciel c'est très important et que l'ouverture et la transparence du logiciel c'est très important. Et donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je voulais juste vous dire qu'on archive, grâce à l'UNESCO et INRIA et grâce à l'outil de sciences ouvertes, la totalité des logiciels ouverts de la planète. La totalité, en toute modestie, avec Software Heritage. Donc on peut y faire c'est archivé, et c'est conservé, et on peut faire un certain nombre d'études dessus. Et on a 286 millions de projets, 18 milliards de fichiers sources, c'est un truc énorme qui a été initiative française, donc on la soutient fortement. On a aussi calculé le même indicateur que pour les données sur le partage de logiciels, et le score n'est pas bon, il est similaire, il est à 19%, et on part de 12%, donc voilà, c'est pas assez faible. Et pourtant, on a inventé le logiciel libre dans les années 80. Et dernier point du plan sciences ouvertes, le quatrième axe, c'est transformer les pratiques pour faire la science ouverte le principe par défaut. En gros, il y a 3 dimensions. Une dimension internationale. Il faut absolument qu'il n'y ait pas d'hiatus en passant une frontière et que quand on passe d'un postdoc à un endroit, qu'on circule, qu'on ne dise pas, bah oui, mais la bonne pratique ici, c'est ça, et la bonne pratique là, c'est autre chose. Donc il faut vraiment qu'on discute en permanence avec les autres pays pour que les règles du jeu collectif convergent. Il faut aussi qu'on développe beaucoup les compétences, parce qu'en fait, ça ne se fait pas comme ça. Donc on fait un certain nombre de choses, et notamment on fait ces passeports pour la science ouverte qui sont distribués chaque année à 20 000 exemplaires en papier dans les écoles doctorales de France et de Navarre. On a commencé par le passeport pour la science ouverte, puis on a fait un petit passeport sur les codes, on vient de sortir un passeport sur les données de la recherche. On complote un passeport sur les données de la recherche clinique, parce que c'est différent, et laissez-nous du temps. Et puis on a traduit un livre majeur publié au MIT Press sur le travail scientifique des données en accès ouvert, et traduit en français. On a publié un guide, que publie quels sont mes droits. On a publié un guide sur le partage de données liées aux publications scientifiques, etc. Pour que dans les ateliers de la donnée, dans les labos, dans les bibliothèques, dans les équipes, il y ait un partage de savoir-faire. Et puis on a convaincu les 27 autres pays dans les conclusions françaises. Je vous ai dit qu'on avait fait des conclusions sous présidence française sur la science ouverte, et le point majeur c'était qu'il fallait une réforme de l'évaluation de la recherche, puisque tout le système d'évaluation est en gros contraire au principe de science ouverte. Je simplifie, mais en gros il vous décourage d'aller dans les bonnes pratiques de science ouverte. Donc il faut qu'on arrête les injonctions contradictoires, et donc il y a un message politique clair qui dit il faut que collectivement, et c'est pas simple, ça se décide surtout pas à Bruxelles ni rue Descartes, mais nous, on fait partie d'un mouvement. Il faut que collectivement, on mette en place des règles du jeu qui encouragent les bonnes pratiques modernes et pas encouragent les mauvaises pratiques. Et donc, on a créé la coalition pour l'avancement de l'évaluation de la recherche, COARA, dans laquelle je ne vous ai pas apporté une carte, mais la France est très bien représentée. Et là, c'est les établissements français qui sont très bien représentés comme membres de COARA, parce que ce n'est pas les gouvernements qui sont membres de COARA, c'est les établissements. Et donc la France est le 3e pays en nombre d'adhérents de COARA. Je ne sais pas où on est, je n'ai pas regardé pour Bordeaux, mais on pourrait regarder. Et donc c'est les établissements qui se mettent en ordre de marche ensemble pour faire évoluer l'évaluation sur la base d'un certain nombre d'engagements, en particulier reconnaître la diversité des contributions à la recherche. Et arrêter donc, je le reformule, la religion des articles. Et en partie la religion du poids et de l'épaisseur et des articles. Donc, si on pouvait arrêter d'accueillir un président d'université en lui disant publiquement il a publié 350 articles, on commencerait par la bonne démarche. Ensuite, développer une évaluation plus qualitative et moins quantitative, en particulier en s'appuyant sur l'usage responsable des indicateurs quantitatifs, en particulier l'éradication du Journal Impact Factor et du H-index. Je ne sais pas lequel est le pire des deux, mais bon, là, vraiment, faut qu'on arrête. C'est pas gagné, mais bon, c'est écrit. Essaye d'éviter le développement des rankings.
Et je m'arrête parce que je sens qu'elle s'approche. Voilà. Bon, je passe. Et donc, une autre des choses qu'on a faites, c'est qu'il faut qu'on donne des signaux positifs en disant que les pratiques de sciences ouvertes, c'est des bonnes nouvelles. Il faut qu'on arrête de dire aux gens « Ah, vous faites mal ». Donc, on a développé les prix sciences ouvertes des données, des logiciels, et cette année, on va lancer celui des thèses, remis par la ministre, avec un beau trophée. Enfin, et c'est important pour donner de la valeur. Et donc, les projets qui ont été lauréats les 2 dernières années, sur les logiciels et sur les données, nous ont dit que ça les avait beaucoup aidés. Ça leur avait donné une visibilité dans leur établissement à l'extérieur positive. Donc on veut absolument, comme ça, reconnaître ce travail qui aujourd'hui n'est pas reconnu, puisque souvent ce n'est pas reconnu. Et puis tu vois, j'étais au bout. Donc je vous remercie beaucoup, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Marin.